émission, nous faisons l'effort de chercher ceux qui font l'actualité pour analyser avec nous l'actualité de la semaine. Les Nations ignoraient que le 30 mars, il y aura l'arrivée du corps de Etienne Tshisekedi. Pour les autres, le père de la démocratie. Pour les autres, il faut l'élever au rang d'héros national. On en parle. L'actualité aussi, c'est la formation du nouveau gouvernement. Nous avons parlé sur ces plateaux avec celui que vous avez demandé de recevoir. Il s'appelle comme ça le président Noël Tchani Mwadimvita. Il est là avec nous. Il était candidat président de la République à l'élection du 30 décembre 2018. Il est là avec nous. Président Noël Tchani, je le bienvenue. Merci de me recevoir ici. Président Noël Tchani, après votre, je peux parler, l'échec à l'élection présidentielle, comment voyez-vous les Congolais? Le Congo, c'est un pays promis à un bel avenir. Si les Congolais travaillent sérieusement pour qu'ils puissent se redresser, parce qu'aujourd'hui, il est dans un gouffre. Il est dans un gouffre, c'est un pays avec tout plein de ressources naturelles, mais qu'est-ce que nous avons comme situation? Nous avons 85% de la population active au chômage. C'est pratiquement tout le pays qui est au chômage. Nous avons un manque criant d'infrastructures de base, moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous avons très peu de routes pour relier l'intérieur du pays. Nous avons, je peux dire, une population qui est littéralement clochardisée. Ceci se traduit d'ailleurs par le niveau du PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant, qui est l'un des plus bas du monde quand on fait le classement de tous les pays du monde. En tenant compte du PIB par habitant, nous sommes classés 224e sur 226 pays. Ça veut dire que nous sommes les derniers de la Terre. Bref, le Congo va très mal. Maintenant, est-ce que nous pouvons nous redresser? Je pense oui, nous pouvons nous redresser. Si nous faisons certaines choses et nous les faisons bien et dans l'ordre. Maintenant, c'est pour cela que j'ai proposé au peuple congolais une vision de développement communément appelée le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction du développement de la RDC, qui est une vision compréhensible avec des actions ordonnées dans le temps, programmées dans le temps, pour que quand elles sont mises en œuvre, on puisse passer de la situation du sous-développement pour devenir pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour le développement. C'est votre opinion, par rapport à cela, et les autres points que les Congolais sont en train d'arriver de l'avant. Comment vous pouvez analyser la coalition entre CCDH, que vous étiez dans l'opposition à l'époque, aujourd'hui quand même, c'est lui qui était à l'opposition, c'est qui est président, mais il a fait l'alliance avec l'ancien pouvoir. Votre analyse par rapport à cela, c'est pour aider les pays ou soit il devait aller en sous? Non, ça, je ne connais pas les détails de l'alliance qu'il a avec le FCC. Tout ce que moi, je sais que lui et moi, on partage la même vision du pays et nous voulons que le pays puisse partir de la mauvaise gouvernance à un système de bonne gouvernance qui favorise le développement intégral au profit de tout le peuple congolais. Ça, c'est sa vision, c'est ma vision aussi. C'est la vision de son père, parce que je connais personnellement son père de première main et nous en avons discuté pendant très longtemps. Alors maintenant, s'il a fait l'alliance avec les gens du FCC qui représentent l'ancien régime qui était très corrompu, qui était accusé de beaucoup de crimes contre les citoyens congolais, qui était accusé de la maltraitance du peuple congolais, qui assurait la prédation des ressources naturelles. Je ne connais pas les détails de l'alliance qu'il a faite. J'entends parler de l'accord entre le CAJ et le FCC. Je n'ai jamais vu cet accord-là, donc je ne suis pas à mesure de vous dire avec précision ce qu'il y a de bon et de mauvais dans l'accord. Mais tout ce que je sais, c'est que lui, il est le président de la République et je le soutiens dans cela et je voudrais qu'il réussisse parce que s'il réussit, nous aurons tous, en tant que peuple congolais, on aura réussi. Maintenant, si l'accord était un moyen pour arriver donc à être président de la République et commencer à canaliser les efforts du peuple congolais pour le développement, tant mieux. Les autres répondent que cet accord, c'est un accord suicide de la population congolaise. Vous avez affirmé des choses ici, que l'ancien régime, c'était un régime considéré de la corruption, mais jusque-là, il n'y a jamais eu un procès condamnant ces gens qui ont corrompu. C'est toujours une mauvaise intention. Vous jetez à ces régimes.
Non, ce n'est pas des intentions que je jette à ce régime. La réalité des choses, c'est que ce régime, je parle du régime de Joseph Kabila. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ce régime-là de Joseph Kabila était très corrompu, était Est-ce que vous avez des massacres. J'arrive. Okay. Nous avons plusieurs rapports. Par exemple, le rapport fait par le président sud-africain Thabo Mbeki, qui avait dirigé ici au Congo une mission du panel des experts africains. À l'issue de cette mission du panel des experts africains, il avait conclu que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. 85%. Ce que ça veut dire, c'est que le budget que nous avons, qui est de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui, ne représente que 15% de ce qui devait être. Donc, le reste, 85%, disparaissait dans la nature par le mécanisme de la corruption, de la prédation des ressources naturelles et des détournements des fonds publics. Ça, c'est la première preuve. La deuxième, le conseiller spécial du président de la République lui-même en matière de lutte contre la corruption, à l'époque, Luzo Lobambi, il a déclaré plusieurs fois en disant que chaque année, le Congo perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et détournement de fonds publics. 10 à 15 milliards. Et ça, ce n'est pas un étranger qui le dit. C'est le conseiller même du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Il savait de quoi il parlait. Donc, ces deux éléments-là me rassurent dans ma conviction que le régime sortant est un régime très corrompu, impliqué dans la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Maintenant, en ce qui concerne les crimes contre les citoyens congolais, je n'invente pas des histoires. Vous connaissez qu'il y a eu ce qu'on a appelé les 90 fausses communes dans l'espace kassaïen. 90 fausses communes, ça veut dire quoi? Il faut que les Congolais comprennent. Une fausse commune, on peut y avoir enterré nuitamment 100 personnes. Prenez 100 personnes par fausse commune, multiplié par 90, vous avez là 9000 personnes tuées nuitamment, enterrées dans des fausses communes, sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Et ce qui est grave, c'est que tout cela s'est passé dans l'anonymat le plus total et que les forces de sécurité, l'armée, la police, les forces de sécurité étaient dans ce pays et ils sont partout. Mais ils n'étaient pas au courant, ils n'avaient rien vu. Et lorsque on a eu des experts étrangers des Nations Unies, Zaïda Katlan et Michael Schaap, qui sont allés dans le Grand Kasaï pour enquêter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas, on les a eux-mêmes massacrés, tués, et on les a enfoncés dans des fausses communes. Ça, c'est le premier élément de la première preuve, que ce régime-là était sanguinaire. Deuxième élément, vous avez tous entendu parler des fausses communes de Maluku. C'était plusieurs personnes enterrées là-bas, et il a fallu que les villageois puissent sortir l'information. On est dans un pays où l'ANER était partout, mais l'ANER ne pouvait pas avoir l'information. Il fallait que les gens... une version en disant que ce sont des gens abandonnés dans les hôpitaux. Ça s'est fait souvent dans plusieurs pays comme ça. Il ne faut pas seulement criminaliser l'État. Et vous êtes d'accord avec cette version-là? Il faut prendre 1+1 additionné et demander si ça colle ou si ça ne colle pas. Quand on a eu les 90 fausses communes, ils ne pouvaient pas nier. Et quand on a découvert les fausses communes à Maluku, ils trouvent une explication. Et les charniers humains à l'est de la République. Donc, il y a eu toute une tendance, une habitude de ce gouvernement-là de tuer les Congolais et les entraîner directement. Mais je voudrais aller encore plus loin. On a connu le cas de Chebeya, massacré à l'intérieur du bâtiment de la police nationale. On a connu le cas de Rosi Chimanga. On a tiré donc les balles avec l'arme publique qui appartient à la police. Dans son ventre, on a tué le pauvre monsieur. On a connu le cas de Thérèse Kapanga. Donc tout cela, ce ne sont pas donc des faits qu'on a inventés comme ça. Ce régime est un régime sanguinaire. Et nous sommes contents qu'il soit parti, mais apparemment il n'est pas encore parti totalement. J'ai l'impression que vous n'avez pas un bon souvenir de l'ancien régime de le président Honoraire, qui a quand même lui-même parlé, qui n'a pas pu trouver 15 meilleurs collaborateurs, vous pouvez le comprendre. Mais parlons, parce que vous êtes en train de parler de cela, mais du moins quand même, on a vu les chefs de l'État, les nouveaux chefs de l'État, en train de prendre son indépendance. Il a nommé le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, mais il vient toujours de cette famille. FCC, voyez-vous quelque chose de bon sortir quand même de ce côté-là, vu que Sylvestre Ilunga n'a pas tant géré avec l'ancien régime?
est-ce que c'est un oiseau rare qu'on cherchait? Quand vous dites qu'on a vu le chef de l'État prendre son indépendance avec la nomination du Premier ministre, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Comment? Pourquoi? Parce que le Premier ministre lui-même, on sait d'où il vient, il a dit lui-même qu'il est proposé par Joseph Kabila et nommé par Félix Tshisekedi. Ça veut dire que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait ce choix-là. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ça veut dire qu'il n'est pas choisi par Félix. Et si Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, avait à faire un choix, il n'aurait jamais choisi quelqu'un comme ça. Mais nous ne connaissons pas les détails des accords entre eux-mêmes. Nous saluons la nomination de quelqu'un qu'on appelle le Premier ministre. Nous attendons qu'il se mette au travail. Un penseur comme vous, quand même. Nous attendons, ce n'est pas parce que... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc, il faut lui souhaiter bonne chance parce que s'il réussit, il réussit dans l'intérêt du peuple congolais et il pourra faire avancer notre pays qui est aujourd'hui littéralement par terre. Mais je ne peux pas donc dire que c'était le meilleur choix que la République devrait avoir. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité qu'il y ait un homme nouveau, propre, intègre, qui n'a jamais été mêlé à la mauvaise gouvernance du passé, qui incarne la rupture par rapport au passé et qui symbolise le changement positif tant attendu par le peuple congolais. Et ce Premier ministre-là ne remplit pas donc ces critères-là. Mais je peux comprendre pourquoi le chef de l'État l'a mis là-bas, l'a choisi. Allons de l'avant, souhaitons-lui donc bonne chance et on va le juger d'abord basé sur la composition du gouvernement qu'il va nous donner et on va voir si ce sont des gens des valeurs qui peuvent changer fondamentalement la RDC ou pas. Vous estimez qu'il faudrait normalement changer les gens, prendre de la jeunesse, les mettre dans les affaires? Du moment où on est en train de chercher des gens expérimentés, la méritocratie, on ne peut pas jeter tout le monde quand même. Même dans l'ancien régime, nous avons des gens compétents. Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. J'ai bien dit que nous avons besoin de la rupture et du changement. Mais la rupture ne veut pas dire qu'on doit prendre des jeunes qui sont âgés donc de 17 ans pour les mettre donc dans le gouvernement. Il y a des jeunes qui sont plus jeunes que ce Premier ministre-là et qui n'ont jamais été trempés dans une affaire quelconque dans ce pays-là. On peut remonter dans le passé, regarder dans le camp de Mobutu, dans le camp de Kabila, dans le camp de tout le monde. Il y a des jeunes gens ou des gens d'un certain âge qui n'ont jamais été mêlés à quoi que ce soit dans ce pays-là, mais qui ont de l'expérience aussi à revendre dans des domaines où ils ont fonctionné. On peut chercher ces gens-là à en faire les premiers ministres ou en faire des ministres du gouvernement. Ce que nous voulons, c'est avoir des gens qui sont irréprochables, pas avoir quelqu'un qui, quand on le nomme, comme dans ce cas précis ici, j'entends beaucoup de rapports, je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, où il a été donc cité par la commission de bien mal acquis. Déjà à l'époque de Mobutu, ce n'est pas un bon indicateur de bonne gouvernance. On le mentionne aujourd'hui comme quelqu'un qui a laissé une ardoise donc à la SNCC. Ce n'est pas une référence donc, que nous voudrions avoir. J'arrive. On le mentionne comme beaucoup de choses qu'on mentionne sur lui. Bon, moi j'espère que ces choses-là ne sont pas vraies parce que je ne les connais pas. Mais je les lis sur Internet et c'est préoccupant. Donnons-lui la chance. Mais entre-temps, ne fermons pas les yeux parce que ce n'est pas ce qu'on souhaitait pour que nous puissions avoir un pays qui redémarre à zéro. Il n'y a pas eu d'engouement après cette nomination-là. Mais il est déjà, c'est un acte souverain posé par le chef de l'État. On doit saluer cela, on doit soutenir cela. Il a des raisons que nous, on ne connaît pas. Mais pour l'instant, là, attendons et on va voir la composition du gouvernement qui va nous sortir. Et basé sur ça, on va le juger. S'il nous amène des gens comme lui, ce pays n'a pas de chance. S'il nous amène des gens neufs, propres, capables de pouvoir bien gérer, d'incarner, de symboliser donc ce changement, en ce moment-là, on pourra tous donc sauter et puis applaudir. Mais s'il nous amène des gens qui ont toujours été mêlés dans des histoires louches donc dans ce pays n'a pas de chance. Je rappelle que sur ce plateau, je suis avec le président Noël Djeni, il était l'un des candidats à l'élection présidentielle 2018. Il veut le changement, il veut le bien du Congo. Nous en parlons sur ces plateaux avec lui. Mais président, sur ces plateaux, j'étais avec le professeur Fortina Kamanda. Il est l'un des rapporteurs à Genval avec Etienne Tshisekedi. Par rapport à cette question, il avait dit si on essaie de tirer dans les tiroirs, même de l'opposition et de la majorité, on trouvera des cadavres. On devrait quand même faire confiance à ces gens
avec la surveillance nouvelle du nouveau président, peut-être on peut évoluer. Mais président, vous voulez des changements. Et alors, selon vous, pour que le pays, la RDC, redécolle, il faut commencer par quoi? Il faut commencer par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut l'homme propre, l'homme intègre. Et il faut le placer à tous les niveaux du pays. Parce que beaucoup de Congolais commettent l'erreur en pensant que le changement, nous l'avons réalisé en ayant un nouveau chef de l'État. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'au niveau du chef de l'État, nous avons un nouveau chef de l'État, nous applaudissons. Maintenant, en dessous du chef de l'État, il faut que des gens qui marquent cette rupture et qui symbolisent ce changement. Au niveau du Premier ministre, au niveau des ministres, au niveau des chefs d'entreprise, au niveau de l'armée, au niveau de la police et au niveau du plus petit des citoyens. Nous devons avoir, il n'a pas encore mis en place toute la structure. Donc on ne peut pas le juger pour l'instant. Tout ce que nous constatons pour l'instant, c'est qu'on a un nouveau chef de l'État et il y a un nouveau Premier ministre qui ne remplit pas tous les critères donc, de changement positif qu'on attendait, mais soyons tolérants. Maintenant, attendons voir donc la composition du gouvernement, la composition donc des chefs d'entreprise, la composition au niveau de l'armée, de la police, de tous les services, et nous allons juger en ce moment-là. Mais ça, pour l'instant, je vous relance président, ça s'annonce déjà, nous avons des institutions, la plus forte au pays, l'Assemblée nationale. Nous avons vu Janine Mabunda, qui est toujours ici. Nous voyons la majorité des députés nationaux, c'est toujours les gens du RCC. Même lors de l'élection de Janine Mabunda, ils avaient une photo de Joseph Kabila au sein du Parlement. Est-ce que ce n'est pas un langage dans les gouvernements provinciaux, on voit toujours les gens du FCC, tout cela n'annonce pas que le chef de l'État sera vraiment coincé pour mettre les gens qui épousent sa vision. J'ai toujours dit que actuellement, le fait que le FCC, qui a changé de nom plusieurs fois pour tromper l'opinion publique, qui est ce qu'on appelle l'ancienne majorité présidentielle, on y a ajouté quelques individus, le FCC qui a géré ce pays pendant 18 ans et dont nous connaissons le résultat, le fait que cette structure-là contrôle toutes les institutions de l'État est très préoccupant. Il contrôle l'Assemblée nationale, le Sénat, ils contrôleront éventuellement le gouvernement si le président de la République n'arrive pas à imposer sa volonté, il contrôle les assemblées provinciales. Donc, ce n'est pas un signe de rupture par rapport au passé. Sans aller dans les individualités et parler des cas particuliers, je dis simplement que c'est très préoccupant. Nous devons donc attendre, voir maintenant des signaux qui vont être donnés par le chef de l'État à travers les prochaines nominations au niveau du gouvernement, au niveau de tous les postes où il a la capacité d'ordonnance, de nomination. On va juger ces gens-là. Si ce sont les mêmes, absolument, ce pays-là n'a pas de chance. Absolument. Ce sont les gens, vous savez, les gens qui sont des détourneurs de fonds publics ou des prédateurs des ressources naturelles. Ils ne vont jamais changer. Ils vont changer de stratégie, de tactique, mais à la fin de la journée, le modus vivendi va continuer. Le mode opératoire va être le même. Donc, moi, je suis très préoccupé par le fait que c'est le FCC qui contrôle toutes ces institutions. Et je suis très préoccupé donc des nominations ou des gens que nous voyons émerger là, et qui ne sont pas sortis du néant, mais qui sont les mêmes ténors de l'ancien régime. Nous sommes très préoccupés par ça. Nous faisons encore appel au chef de l'État de sauver la République. Il a ce pouvoir-là de sauver la République, de ne pas accepter n'importe qui, de ne pas nommer n'importe qui. Il faut qu'il prenne des gens qui partagent sa vision, qui veulent le changement, qui veulent le Congo redémarre, et pour cela, qui ne vont pas être liés à la mauvaise gouvernance que nous connaissons dans le passé, et qui vont sincèrement donner un message tant à la communauté nationale qu'internationale, qu'effectivement le changement au Congo est possible. Le chef de l'État tenait un discours devant les gouverneurs. Il dit, n'oubliez pas que les portes de prison sont restées grandement ouvertes. Est-ce que ce n'est pas déjà un moyen, parce qu'il avait parlé du développement, ce n'est pas déjà un moyen qu'il est en train de faire comprendre à tous ces gens, malgré qu'ils sont du FCC, que l'État existe? Oui, c'est tout à fait la prérogative du chef de l'État de parler ainsi devant les gouverneurs, qui sont ses représentants dans les provinces d'ailleurs. Et il faut leur rappeler, comme il avait fait, que
ce n'est pas parce que vous êtes un gouverneur que vous êtes, qu'on ne peut pas vous bouger de là. Il y a des mécanismes et des pouvoirs dont le chef de l'État dispose et qu'il peut utiliser à tout moment pour enlever un petit gouverneur donc des provinces à tout moment. Par exemple, il y a 3 organes qui sont très importants: l'inspection générale de la territoriale, l'inspection générale des finances et il y a aussi la Cour des comptes. Le chef de l'État a le pouvoir et le droit d'envoyer 6 mois après que ces gouverneurs soient entrés en fonction dans les provinces pour aller faire l'inspection, pour faire l'audit de comment les provinces fonctionnent. Si on trouve simplement qu'un gouverneur donc abuse des biens publics et ne fait pas son travail, basé sur ça, le chef de l'État a le pouvoir de l'enlever. On peut réorganiser donc des élections où il peut nommer quelqu'un temporairement pour gérer la province et ça peut durer 1 an, 2 ans ou même toute la mandature. Donc le chef de l'État a ce pouvoir-là. Il ne faut pas que ces gouverneurs-là pensent que parce qu'ils sont du FCC, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Et il faut que le chef de l'État leur rappelle ça et qu'il utilise ces pouvoirs-là pour les ramener à l'ordre afin qu'ils puissent travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Il a dit aussi pendant les discours, il dit aucun élu ne va être ministre. Est-ce que c'est déjà un moyen, parce que le FCC, sa majorité se trouve dans le Parlement, quand on dit cela, c'est déjà un moyen de changer cette perspective? Non, moi je pense que c'est une très bonne décision. Lorsque, vous savez, il ne faut pas tromper le peuple et il ne faut pas jouer avec les esprits des gens. Quand quelqu'un se présente comme candidat pour être député national et il prend derrière lui sa femme ou sa copine ou son copain comme suppléant et il se fait élire lui qui est connu et les gens ne font pas attention à qui est suppléant parce qu'on ne le connaît même pas à sa suite. Et une fois qu'il obtient le poste de député national ou de sénateur ou je ne sais pas de qui, il dit non, moi maintenant je m'en vais dans le gouvernement et je laisse maintenant le siège à ma fille, à ma femme, à mon copain ou à ma copine. C'est un jeu qui est malhonnête et il ne faut pas encourager ça. La seule façon de pouvoir tenir les gens responsables donc de ceux qu'ils avaient choisis eux-mêmes avant de se présenter comme candidat à des postes quelconques, c'est de ne pas les sortir de là, les mettre dans d'autres postes que les mandats qui leur ont donné, les mandats électifs qui leur ont été donnés par la population. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État que tous ceux qui sont des élus nationaux ou provinciaux restent dans des postes pour lesquels ils avaient été élus et qu'ils restent là pendant toute la mandature et qu'on ne les amène jamais au niveau du gouvernement. Président Noël Tcheni, au nom de la réconciliation, c'est vrai, le chef de l'État parlait d'un état de droit, au nom de la réconciliation, est-ce qu'il est nécessaire d'oublier tous les crimes de l'ancien régime, parce que nous voulons bâtir un nouveau Congo, parce que les gens en parlent aussi. Vous savez, on ne se réconcilie pas de cette façon-là. On ne ferme pas les yeux sur les crimes aveuglement et puis dire qu'on s'est réconcilié. C'est qu'on est en train de mettre en veilleuse un problème qui va exploser au grand jour tôt ou tard. Il faut voir, quand on fait la promotion de l'état de droit, l'état de droit veut dire avoir des droits mais aussi des devoirs. Tout celui qui a commis des crimes, il faut qu'il paraisse devant d'abord des juridictions compétentes, qu'on sache quelle est l'étendue du crime qu'il avait commis, qu'on sache quelle est l'étendue donc des peines qu'on peut leur donner et qu'on sache comment il faut leur pardonner. Mais il faut qu'il y ait des leçons, parce que si on ne fait pas ça, on donne simplement carte blanche à tout celui qui a commis des crimes de pouvoir donc rester dans la société comme si rien n'était. C'est qu'on est en train de donner un très mauvais message pour l'avenir. La réconciliation va se faire après qu'il y ait justice ou pendant qu'il y a justice. Il y a aussi, je souhaiterais qu'on mette en place ce qu'on appelle la commission de vérité, paix et réconciliation nationale. Ceux qui reprochent qu'ils passent devant cette commission-là, qu'ils acceptent. C'est comme moi je suis catholique. Dans mon église catholique, vous savez comment on fait? Quand vous avez fait un péché, vous devez venir vous confesser. Vous dites, je demande pardon au bon Dieu, qu'il puisse me pardonner, j'ai commis tel péché, 1, 2, 3. Vous le mentionnez vous-même de votre propre bouche. Et une fois que vous l'avez mentionné, et en ce moment-là, on vous donne la peine qu'il faut. Le prêtre va vous dire, allez répéter, je vous salue Marie 50 fois, ou il vous donne donc la peine que vous pouvez faire, et une fois que vous l'avez fait, maintenant vous êtes pardonné.
Vous pensez que les autres doivent faire un cure-dame? C'est une mission impossible, ça. Mais je ne vois pas pourquoi c'est impossible. Un criminel, vous le pardonnez, et sans qu'il sente qu'il y a eu un processus qu'on a suivi pour arriver au pardon, mais il va continuer à faire les mêmes crimes. Donc moi, j'ai dit que pour les principes d'état de droit, sans faire des vagues, il va falloir qu'on fasse fonctionner la justice. Et dans le fonctionnement de la justice, en ce moment-là, les gens doivent passer devant la commission de vérité, paix et réconciliation nationale, demander qu'on leur pardonne, et en ce moment-là, ils seront pardonnés. Voilà, avec toute la richesse que nous avons aujourd'hui au pays, la République démocratique du Congo, nous voyons le chef de l'État va entamer un tournée diplomatique. Bon, il a essayé un peu d'aller convaincre les gens de l'FMI pour revenir encore au pays. Et l'argent circule dans les banques. Comment voyez-vous notre circuit bancaire aujourd'hui en République démocratique du Congo? La manière que ça se déroule, c'est l'avantage du pays ou de l'impérialisme? Bon, moi je ne parle pas le langage en termes d'impérialisme qu'on sort là. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut que le Congo ait une stratégie de développement bien comprise et bien articulée, maîtrisée par les Congolais, conçue par les Congolais et mise en œuvre par les Congolais. S'il faut faire affaire avec des organisations internationales, il faut que ce soit sur une base des conseils que nous sommes prêts à recevoir, mais également, si ça ne cadre pas avec ce que nous voulons réaliser, on peut dire que vous avez entendu, merci, mais voici ce que nous allons faire donc pour notre pays. Je souhaiterais que nous puissions développer cette capacité-là d'indépendance par rapport à tout le monde, par rapport à la communauté internationale, par rapport aux organisations internationales, et j'en passe. Maintenant, en ce qui concerne les appuis financiers, encore une fois, il faut que ça entre dans une stratégie de développement bien comprise. Moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC, chiffré à 800 milliards de dollars. Ce n'est pas du cosmétique, ce sont des vraies choses que nous pouvons faire pour résoudre nos problèmes. Tant que nous n'avons pas l'étendue de l'ampleur des défis de développement auxquels nous sommes appelés à faire face, ces institutions vont venir nous donner des petites miettes pour dire qu'elles nous ont aidés. Mais on va laisser le problème non résolu comme nous l'avons aujourd'hui. Je vous donne l'exemple. Depuis 1960, nous recevons, on entend, telle institution a un projet de l'énergie au Congo. Mais vous connaissez combien de Congolais ont accès à l'énergie? Moins de 10% de la population. Nous qui sommes à la Gombe, nous avons des coupures. Moins de 10% de la population. Nous qui sommes à la Gombe, nous avons par jour à peu près 10 coupures d'électricité par jour. Il n'y a pas de courant d'électricité. Mais quand vous regardez les rapports préparés par ces institutions-là, on vous dit on a fait projet énergie numéro 1, énergie numéro 2, énergie numéro 3. Donc c'est comme si on a résolu nos problèmes. C'est du cosmétique. Je veux que nous puissions avoir l'idée de ce que nous voulons réaliser dans chaque secteur, qu'on ait des objectifs très clairs et qu'on dise donc à ces gens-là, voici ce que nous voulons réaliser. Ça demande autant. Si vous voulez, nous allons mobiliser autant. Si vous voulez nous aider, voici le rôle que vous pouvez jouer, les financements, les conseils et consorts. Mais on ne va pas emprunter de l'argent tout le temps pour payer des assistants techniques et c'est l'argent qui repart à l'étranger et qui laisse le problème non résolu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le système bancaire dont vous parlez, vous connaissez ces institutions-là et toute la communauté internationale, tout le monde voit un problème au Congo. Le Congo n'a pas de monnaie nationale. Notre monnaie, le franc congolais, représente quoi aujourd'hui? 5% de la masse monétaire du pays. C'est un échec patent. La Banque centrale a échoué. L'article 170 de la Constitution dit ceci. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais aujourd'hui, on dit que c'est la seule monnaie qu'on doit avoir. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord que il n'y a pas que le franc congolais qui circule comme monnaie au Congo? Nous avons le dollar, nous avons l'euro, nous avons le franc CFA, nous avons le kwacha zambien, nous avons le kwanza angolais, nous avons le franc rwandais, nous avons le shilling ougandais. Toutes ces monnaies-là circulent sur l'état du territoire national comme si rien n'était. Le Congo a perdu ce que j'appelle la souveraineté monétaire nationale. Pour établir ça, il faut qu'il y ait la volonté des Congolais de travailler pour mettre fin à ce phénomène-là. Dans tous les autres pays, vous ne trouvez pas ce phénomène. Allez par exemple en France ou en Belgique et prenez les dollars américains et essayez d'acheter quelque chose dans le magasin. On va les accepter. On n'accepte pas ça. Allez maintenant aux États-Unis.
amener l'euro européen, essayer d'acheter quelque chose dans un magasin américain avec l'euro européen. On n'accepte pas ça. Il y a une raison pour laquelle ces pays-là n'acceptent pas de monnaies étrangères. Un, l'utilisation des monnaies étrangères ne permet pas aux pays concernés de concevoir et de mettre en œuvre une politique monétaire crédible. Deux, l'utilisation des monnaies étrangères entraîne des pertes énormes pour le pays concerné. Pourquoi? Parce que sur chaque monnaie qu'on utilise, étrangère, il y a un bénéfice qui devait être fait par la Banque centrale de ce pays-là. Mais ce bénéfice est perdu. Pourquoi? Parce que c'est transféré subtilement au pays émetteur de cette monnaie qu'on utilise. Donc, dans le cas du Congo, sur chaque dollar que vous voyez, il y a perte de ce qu'on appelle les revenus de seigneuriage. Je vais simplifier ça pour que les gens comprennent facilement. Pour fabriquer un dollar, on a besoin donc d'un petit papier blanc, qu'on va mettre dans une machine avec de l'encre et ça sort de là avec la couleur verte. Et il y a quelqu'un qui signe, le secrétaire du Trésor ou bien le ministre des Finances, et on dit que maintenant ça vaut 100 cents, le dollar vaut 100 cents. Or, le coût de fabrication du billet, de tout ce qu'on a fait là, ça revient à peu près à 10 cents. La différence entre 100 cents, la valeur faciale du billet, et 10 cents, le coût de fabrication du billet, les 90 cents là de différence, c'est le bénéfice que se fait le Trésor américain qui a fabriqué le dollar. Et ce bénéfice-là, on se le fait aux États-Unis sur les dollars qui circulent là-bas, mais aussi sur les dollars qui circulent en République démocratique du Congo. Ce que ça veut dire, c'est que ce bénéfice qui devait revenir de plein droit à la Banque centrale du Congo n'appartient pas à la Banque centrale du Congo et transféré subtilement aux États-Unis. On appauvrit le Congo au profit des États-Unis d'Amérique. Tout celui qui utilise le dollar doit savoir que c'est ça qu'il fait tous les jours. Nous avons besoin d'une autre vision de gestion de notre monnaie, de gestion de la Banque centrale et du système financier pour arriver à mettre fin à ce mécanisme-là. Merci, Président. J'arrive. En ce qui concerne le secteur bancaire. Est-ce que nous chitons déjà? J'arrive. En ce qui concerne le secteur bancaire. Nous avons 20 banques commerciales ici, toutes appartenant aux étrangers. Il n'y a aucune banque congolaise, à part la BGFI, qui est la banque qui appartient à la famille des Kabila, plus les Gabonais. Donc, nous avons un véritable problème. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle le secteur bancaire contrôle l'économie du pays. Et je vais vous dire la conséquence de ce que nous avons aujourd'hui. Quand vous avez une banque, par exemple, libanaise, au Congo, elle prend les dépôts des Congolais, et le jour qu'il faut faire le crédit, s'il y a deux individus qui se pointent à cette banque-là pour demander le crédit de 1 million de dollars, et la banque ne peut faire qu'un seul crédit de 1 million de dollars. Un individu qui est libanais, un individu qui est congolais, devinez à qui on va donner le crédit? On va donner aux Libanais. Pourquoi? Parce que les décideurs, les vrais décideurs, pas les gens qu'on voit devant les guichets, mais les vrais décideurs dans cette banque-là sont des Libanais. Ils vont donner des crédits à leurs gens, à eux. Et les Congolais sont pris comme des dindons de la farce. Nous voulons changer ce système-là. Nous avons même, je peux aller très loin, vous savez, l'association congolaise des banques, qui représente toutes ces banques-là, elle est dirigée par un étranger. Allez en Belgique, vous n'allez pas trouver un Congolais qui dirige l'association belge des banques, ou en France. Nous avons besoin de changer ce système. Il faudrait ouvrir cette boîte-là, c'est toute une émission. On peut en faire 2, 3, 4 émissions, mais ce serait quand même qu'on évolue avec l'actualité. Il y a un projet, un pont reliant Kinshasa et Brazzaville. Pensez-vous que c'est une bonne idée par rapport à la crise que nous avons peut-être ça peut faciliter plusieurs choses? Moi, je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale. Je pense que si on met les économies des différents pays africains ensemble, ça crée des marchés plus larges et ça crée des opportunités d'investissement pour les populations de pays. Ça, c'est le point de départ. Et j'ai financé personnellement, j'ai été impliqué dans la conception et la mise en œuvre des projets d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, dans les pays de l'UEMOA ou en Afrique australe, ainsi de suite. Donc, de ce point de vue, je suis un fervent croyant qu'un pont entre Kinshasa et Brazzaville serait une bonne chose dans le long terme. Mais dans le court terme et le moyen terme, nous devons avoir des préalables avant que ce pont-là ne soit profitable à la République démocratique du Congo. Si on construit ce pont-là à la hâte aujourd'hui, nous allons mettre l'économie congolaise de la RDC en mal, et particulièrement la province du Bas-Congo. Pourquoi? Parce que cette province-là dépend des activités portuaires, du port de Matadi et du port de Boma. Or, le port de Boma et de Matadi sont dans une situation de vestusticité, c'est-à-dire ne sont pas en bon état, il faut les restructurer afin qu'ils soient compétitifs par rapport aux ports à eau profonde
de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Si on construit ce pont, tous les bateaux vont aller accoster à Pointe-Noire, on va décharger des conteneurs, les mettre dans des camions, les amener au niveau du Congo-Kinshasa et ça va mettre en faillite le port de Matadi et de Boma. Ce que nous devons faire comme préalable, c'est réhabiliter les deux ports de Boma et de Matadi, construire le port à eau profonde de Banana qui sera comparable au port à eau profonde donc de Pointe-Noire. Comme ça, on sera en situation d'égalité et on aura des bateaux, des gros navires, des paquebots qui vont choisir d'atterrir à Banana ou d'atterrir donc à Pointe-Noire. Mais s'ils sont destinés à la République démocratique du Congo, ils vont atterrir donc à Banana. Si on ne le fait pas, nous allons créer une situation de déséquilibre. On va mettre en faillite nos activités portuaires et on va dépendre donc du Congo-Brazzaville et ce n'est pas bon dans le long terme. Et notre préalable, ce serait la construction d'une autoroute moderne qui parte donc de Banana, Boma, Matadi, qui arrive à Kinshasa et qui va se bifurquer à l'intérieur du pays pour relier toutes les 26 provinces du pays. Et en ce moment-là, on aura créé un grand marché intérieur de 92 700 000 Congolais que nous sommes. Et seulement plus tard, on pourra penser à nous intégrer à ce petit marché du Congo-Brazzaville de 3 millions d'habitants qui, si on ne fait pas attention, peut nous amener en faillite au cas où ces préalables donc, ne sont pas réunis. Donc voilà plus ou moins l'analyse que je fais. Donc oui à l'intégration régionale, oui à la construction du pont à condition que certains préalables soient faits au départ, que ces préalables, c'est la restructuration de Matadi, de Boma, la construction du port à eau profonde, donc de Banana et la construction de cette... On comprend bien que le président Noël Chénier est en train de dire en d'autres mots, il ne faut pas aller à la va-vite, donc il faut scripter bien le projet pour que ça ne pose pas de préjudice à d'autres provinces. Nous en parlons sur ces plateaux parce que c'est aussi l'actualité, les 30 mai, l'arrivée du corps de Etienne Tshisekedi en démocratie du Congo. Mais président Noël Chénier, vous avez été avec le président Tshisekedi, vous l'avez côtoyé pendant un moment. Aujourd'hui, il y a un débat sur la place publique. Le président, les autres pensent, vu la lutte de Etienne Tshisekedi, il faut l'élever au rang d'héros nationaux et héros national, je veux dire, et les autres pensent non. Et votre analyse par rapport à ça, est-ce que Tshisekedi mérite d'être appelé héros national? Oui, Etienne Tshisekedi s'est beaucoup battu pour la République démocratique du Congo. Il s'est sacrifié pour le peuple congolais. Il a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie aujourd'hui. Il a enseigné au peuple congolais qu'il faut se prendre en charge et que, surtout, qu'il ne faut pas compter que l'extérieur vienne faire des choses pour nous. Il nous a montré les leçons du courage. Et il a vécu une vie d'un homme simple, un homme qui était capable de mettre ses intérêts personnels derrière les intérêts de la collectivité, donc de la communauté. À mon avis, il mérite d'être élevé au rang de héros national. Vous savez, il y a des gens qui disent il n'a pas été tué pour qu'il devienne héros national, mais il ne faut pas avoir été tué pour devenir héros national. Je vais vous dire quoi. Certaines personnes qui ont été tuées, ils ont tué plusieurs personnes avant d'être tués eux-mêmes. Et ce n'est pas ça qu'il faut pour être héros national. Ça veut dire quoi? Non, mais je suis assez clair. Je suis assez clair. Donc, il ne faut pas avoir tué plusieurs personnes avant d'être tué pour devenir héros national. Il faut avoir fait beaucoup de choses dans l'intérêt du pays. Et dans ce cas, je viens de vous énumérer ce que Etienne Tshisekedi a fait. Et il mérite d'être élevé au rang d'héros national. On parle qu'il est le père de la démocratie. Il voulait que la justice soit à la une de tout en République démocratique du Congo. Mais d'autres personnes pensent qu'il est juste un simple politicien comme tout autre. Est-ce qu'on peut parler de la notion de la démocratie? C'est mal de Etienne Tshisekedi. Il n'a pas inventé le mot démocratie, mais il a éduqué le peuple congolais que la démocratie était un préalable au développement et qu'il fallait qu'il y ait l'avènement de l'état de droit avant que nous puissions penser nous développer. Et je voudrais vous donner notre exemple qui milite en faveur de l'élévation d'Etienne Tshisekedi au rang d'héros national. Vous savez, regardez la classe politique. Toute tendance confondue. Nous avons 700 partis politiques et 77 regroupements politiques. Si vous faites l'inventaire dans tous ces partis politiques et regroupements politiques, vous trouverez que 90% des gens sont passés par l'UDPS à l'école d'Etienne Tshisekedi. Il leur a appris ce que la politique devait être et comment il fallait se comporter quand on est sur le plan
sur le plan national ou local ou provincial quand on est dans des positions non officielles. Donc, Tshisekedi a été toute une idéologie, toute une école. Il a enseigné à tout le monde ce que nous devrions faire pour arriver à redresser notre pays, le fameux état de droit. Et je voudrais aussi que les Congolais puissent comprendre une chose. Vous savez, le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, il n'a pas la liberté de faire du n'importe quoi, vous savez, même en tant que président de la République. Pourquoi? Parce que quand il va à l'intérieur du pays, tout comme à l'étranger, vous entendez des Congolais qui crient sur lui et qui lui disent « Papa Alobaki, le peuple d'abord ». Mais mettez-vous à sa place. Moi, vous savez, quand moi j'entends ça, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, mais je ne sais pas comment il arrive à se contenir, mais c'est trop fort comme message. Le peuple d'abord, ça veut dire que le peuple, c'est que Étienne Tshisekedi a appris aux Congolais qu'on mette les intérêts du peuple avant tout. Et imaginez qu'on répète ça à un chef d'État. Si moi j'étais à la place de Félix Tshisekedi, qu'on m'aurait répété ça, ben, quel choix j'ai que de mettre les intérêts du peuple avant les intérêts privés? Ça, c'est toute une école, c'est toute une philosophie, c'est toute une idéologie. Et je souhaiterais que cet homme-là, qui a conscientisé tout le peuple congolais, à reconnaître que quand on est dans le service public, on doit mettre les intérêts du peuple avant les intérêts privés. Cet homme-là, il faut lui donner la reconnaissance qu'il mérite. Il faut l'élever au rang de héros national. Président Noël Tchani, nous citons avec cette dernière question, mais le voix s'élève, vous êtes un professeur, mais Tshisekedi n'a pas écrit même un livre, il n'a rien listé. Mais qui a dit que pour être héros national, il faut avoir écrit un livre? Moi, j'ai publié 5 livres déjà, 6 livres déjà. Est-ce que vous allez me proclamer héros national basé sur les publications que j'ai faites? Non, il y a autre chose au-delà des livres. Lumumba n'a pas écrit des livres. Il a écrit un petit manuscrit, je crois que j'ai lu, mais il est héros national pour le rôle qu'il a joué, pour l'obtention de l'indépendance. Il n'y a pas de critères pour dire que il faut avoir écrit un livre, il faut avoir publié des articles dans des journaux internationaux. Moi, j'ai publié des livres, reconnaissez-moi alors comme héros national, si c'est ça le critère. Mais si c'est ça le critère, oui. Mais moi, j'ai dit, Étienne Tshisekedi n'est pas... Ce qu'il a fait, ça va au-delà il a changé tout le mental du peuple congolais. La façon de voir la relation entre le gouvernant et le gouverné. La façon dont le pays doit être gouverné. Ce fameux état de droit-là. Ce fameux le peuple d'abord. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, vous savez. Il y a un livre que j'ai publié qui est là-bas, un livre blanc comme ça. Vous pouvez le prendre, je vais vous le montrer. J'ai montré ce livre-là, La force du changement, c'est-à-dire le plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et quand je lui présentais, il y avait Félix Antoine Tshisekedi qui était là. Il y avait les Fabien Kalala, tout ce monde-là qui était autour. Après lui avoir présenté ce livre-là, il m'a posé quelques questions. Le plan Marshall dont nous parlons aujourd'hui, il m'a demandé à quoi ça va profiter le peuple congolais. Ça, c'était la question fatale. Et je lui ai dit, nous allons développer la RDC. Nous avons 85% des chômeurs. Nous allons créer des emplois pour chacun d'eux. Nous allons introduire le système de salaire minimum garanti, au moins 1 000 $ par mois, si bien que quand quelqu'un trouve du travail, automatiquement, il sort de la pauvreté, il peut vivre mieux. On va améliorer les conditions de vie de toute la population et les Congolais seront heureux, ils vont vivre mieux. Il m'a dit, ce plan-là, nous allons le mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il met le peuple d'abord. Merci, Président Noël Tchani. Votre mot de la fin, pendant 10 secondes, regardez cette caméra. Si Félix Tshisekedi est en train de vous regarder comme vous voulez que les Congos changent, vous pouvez lui dire quoi? Je veux dire au président Félix Antoine Tshisekedi, n'oubliez pas ce que le peuple, ce que le père, votre papa, notre papa, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, nous avait laissé comme message. Papa Alobaki, le peuple d'abord. Tenez-vous à ça et nous irons très loin pour développer la République démocratique du Congo au profit de tous. Merci, Président Noël Tchani. Je rappelle qu'il était candidat à la présidence de l'élection présidentielle 2018. Il était là, mais aujourd'hui, il nous honorait d'analyser avec nous l'actualité, d'écrire avec nous l'actualité de la semaine. Merci à vous, fidèles spectateurs. Restez fidèles à nos programmes. Je dis un grand merci comme ça à notre AG Papa Nikondi, Madeleine Kassa, Kawasala, et la caméra Chichi Chimbalanga. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.